je terminerai par quelques éléments d'explication. J'ai pas été, parce que je suis bavard, donc j'ai pas développé l'autre aspect qui est important, qui est celui de la d'économie théorique. Donc, dans tous les manuels d'économie, on apprend que la science économique mathématique a démontré que la loi de l'offre et de la demande de la libre concurrence réalisée sur tous les marchés permet une allocation optimale des ressources, figurez-vous, et permet le retour automatique vers l'équilibre en cas de problème. Et donc, ouais, c'est le courant d'analyse économique qui est redevenu dominant. Il ne l'a pas toujours été. Il avait cessé de l'être justement à partir des années 20-30, qui est redevenu dominant depuis les années 80. Ce qui est frappant là-dedans, c'est que, d'abord, si c'était vrai qu'il y a une théorie économique mathématique qui a pu apporter cette démonstration-là, bah, ce serait intéressant. Comme résultat même de théorie abstraite, ce serait intéressant. Après, on peut toujours dire c'est abstrait, etc. Bon, très bien. Mais le pire, le plus drôle, c'est pour ça que, alors, on est dans l'absurdité. Le pire, c'est qu'en fait, l'histoire des 100 dernières années de la théorie économique, et je ne vous parle pas de la théorie économique marxiste, vraiment radicalement hétérodoxe, or, non, non, dans le corps de la science économique non marxiste. Voilà. La science économique anglo-saxonne, si vous voulez. Voilà. En fait, 100 ans d'histoire de cette science économique, c'est quoi? Depuis la fin du 19e siècle où a été développée la première théorie de l'équilibre général automatique des marchés grâce à la flexibilité des prix, eh bien les 100 ans qui ont suivi, c'est 100 ans dans lesquels il y a eu énormément de développement de cette science mathématique pour travailler sur ce sujet. Dans quelles conditions un système de marché parfait de concurrence peut assurer l'équilibre, assurer l'allocation efficace des ressources, etc. Et bien dans ces 100 ans de recherche, il n'y a eu que des travaux qui n'ont cessé d'apporter que des démonstrations que, il pouvait pas. D'abord, le modèle lui-même était une abstraction pure qui était irréalisable dans la réalité. Le modèle d'un simple marché parfaitement concurrentiel, etc., que c'était impossible à réaliser dans la réalité, mais que peu importe, admettons comme hypothèse que même si on pouvait avoir des marchés qui soient parfaitement concurrentiels au sens de la théorie économique, eh bien, il n'y avait pas de loi de l'offre ni de loi de la demande. C'est-à-dire que l'idée simplement que l'offre est croissante en fonction du prix, la demande est décroissante en fonction du prix. Il n'y a qu'à croiser les deux, on a un prix d'équilibre. Ça marche pour un seul bien quand il y a juste deux personnes qui discutent le prix du kilo de tomates dans l'épicier en bas de la rue. Dès qu'il y a un grand nombre d'acteurs, enfin plus de deux ou trois, et qu'il y a plus qu'un seul produit et plus qu'un seul consommateur, ça ne marche plus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mathématiquement démontrer qu'il y a une loi de l'offre et de la demande, etc. Que tout ça est faux mathématiquement. C'est-à-dire que même la théorie est totalement fausse. C'est-à-dire qu'il est impossible mathématiquement de démontrer, qu'il y a un équilibre de marché, a fortiori un équilibre général des marchés. Et il y a même eu des théorèmes extraordinaires qui ont démontré qu'en admettant même que toutes les conditions totalement absurdes et abstraites soient réalisées pour que puisse exister un équilibre général de marché parfaitement concurrentiel, eh bien, dès qu'il y a le moindre choc, eh bien, à ce moment-là, on ne peut absolument plus garantir qu'il y aura un retour automatique à l'équilibre. Bref. Donc, c'est une théorie qui a elle-même démontré sa fausseté et son inanité et sa stupidité. Eh bien, néanmoins, depuis 30 ans, ça représente 80 à 90% du corpus élémentaire d'enseignement de la science économique dans les facultés de France, de Navarre et du monde entier. Et là encore, je termine là-dessus, ça n'est pas parce que ces universitaires que je côtoie et j'en connais, y compris proches, sont des gens qui tirent un quelconque profit personnel de cela, c'est que ce sont des espèces de théologiens fous, obscurantistes, qui sont dans leur monde et qui croient vraiment à leur religion économique du marché et qui croient vraiment à leur belle théorie, qui croient vraiment que c'est ça la science, c'est-à-dire qui ont déraillé intellectuellement, c'est-à-dire qui véritablement on est confronté à un phénomène d'effondrement de l'entendement et pas du tout à un phénomène de mobilisation d'intérêts cyniques. Et je termine vraiment là-dessus pour dire pourquoi c'est important, pour dire oui, c'est intéressant prendre en compte qu'il y a des choses peuvent s'expliquer aussi par la bêtise généralisée des élites, mais aussi des électeurs qui font un certain nombre de choix. Euh, pourquoi c'est important? Et ça a une conséquence politique, et c'est la seule chose qui m'intéresse, moi.
c'est que moi, tout mon travail, c'est d'essayer de m'efforcer de comprendre les problèmes pour essayer d'expliquer à mes concitoyens comment, face à une société, à des systèmes dans l'impasse, eh bien, il y a d'autres politiques possibles, d'autres manières d'organiser les systèmes pour que ça se passe mieux. L'expérience de l'histoire est que jamais une société qui est dans l'impasse d'un système fou et de politique débile ne s'en sort autrement qu'à l'issue d'une grande crise, d'une guerre ou d'un désastre. Il n'est jamais arrivé que ça passe par le vote démocratique parce que tout d'un coup, il y a une masse de citoyens éclairés qui se sont mis à lire, à s'informer, à s'éduquer, à discuter ensemble, à se mobiliser et qui font que tout d'un coup, ils ont identifié oui, il y a d'autres solutions, donc on va voter pour la meilleure solution. Ça s'est jamais pas. Je souhaite que ça se passe un jour comme ça. Ça s'est jamais passé comme ça dans l'histoire. Mais finalement, il y a un désastre, il y a une guerre, il y a une grande crise, patatrac, tout s'effondre, et puis après, ça liquide une partie des élites anciennes, de la classe politique. Parfois, ça arrive souvent, il y a une nouvelle génération, il y a des reconstructeurs qui tiennent compte des erreurs du passé, et qui bricolent, qui essaient de bricoler autre chose. Et le progrès peut repartir. On recommence à tenir compte des erreurs, on dit après tout, c'est ce qu'on a fait dans les années 45-50, on a commencé à essayer de faire un peu autrement que ce qu'on avait fait avant. Et donc, on repense un système économique plus coopératif, autre chose, un rôle plus équilibré entre l'État et le marché. Bon, très bien, allez-y, Coco. Bon. Et ça recommence. Seulement, c'est reparti. 30 ans après, ces reconstructeurs, ils sont morts ou ils sont à la retraite. Et il y a une nouvelle génération d'abrutis qui n'a pas connu les expériences de cela et qui nous ressort les mêmes âneries qui ont provoqué la grande crise des années 30, qui ont provoqué l'effondrement de la civilisation européenne dans les années 30. Et il y a toute une génération d'abrutis qui nous redisent les mêmes choses qu'avant, qui nous reproposent exactement les mêmes solutions, les mêmes politiques, qui redeviennent dominants, qui ont remis le système économique sur la voie de la folie totale, avec en plus cette fois-ci une perspective de destruction de l'écosystème qui est bien plus grave. Et donc ma question est la suivante. Quel est mon rôle ? Expliquer à nouveau quel est l'autre système, l'autre politique, ça, on l'a déjà fait. C'est pas ça le problème. C'est que quand, à l'issue d'élections, je l'espère, j'y crois pas. Et pourquoi pas ? J'y travaille. Mais à l'issue, je crois plus probablement d'une grande catastrophe, d'un grand effondrement économique en Europe, voire pire. Viendra cette génération des reconstructeurs. Eh bien, je crois que notre rôle, le rôle des militants aujourd'hui, parce qu'eux sont les citoyens intelligents qui s'informent, et le rôle des intellectuels qui travaillent, c'est pas seulement de désigner les bonnes réformes et les bonnes politiques, etc. Je m'en fiche. Je sais que les gens qui arriveront après seront capables de trouver des meilleures politiques et des meilleurs systèmes. Mais il y a le truc qu'ils vont oublier, qui me fait peur, fort de cette expérience et de mon travail. C'est qu'ils vont oublier de se poser la question, qu'est-ce qui nous garantit que dans les 25 ans ou les 30 ans qui viennent, on ne va pas avoir à nouveau une génération d'abrutis, c'est-à-dire pas de citoyens éclairés, mais d'abrutis qui redéferont tout ce qu'on a fait. C'est pour ça que c'est important de comprendre que tout ne se joue pas dans des histoires de pouvoir et d'intérêts cyniques, d'intérêts économiques, que beaucoup se joue dans la bêtise des gens, dans la bêtise des élites, dans la bêtise de ceux qui les écoutent, qui n'ont pas d'esprit critique, qui ne s'informent pas, dans la bêtise des faux citoyens qui ne se comportent pas en citoyens. Et donc si on n'inclut pas dans notre projet de réforme politique une volonté et une politique délibérée d'éducation à l'intelligence citoyenne dès la maternelle, c'est-à-dire de faire comprendre que l'intelligence n'est pas un réflexe. L'intelligence n'est pas un réflexe. Notre pensée réflexe, je l'explique aussi dans le livre, c'est une pensée de bête qui a été sélectionnée par l'évolution de l'espèce humaine pour la réussite dans la reproduction, la compétition sociale et pour la survie. Pour être intelligent, il faut faire un travail de réflexion, il faut y avoir été éduqué, il faut avoir été entraîné, il faut avoir des instituteurs et des professeurs qui expliquent aux enfants, attention, si vous ne faites pas un effort pour vous poser, pour réfléchir, pour vous déstresser, pour discuter entre vous, pour réfléchir, vous allez être des idiots. Comme moi-même, votre professeur, je suis souvent un idiot dès que je ne réfléchis pas. Si on ne met pas en garde des générations entières et qu'on ne lui apprend pas l'intelligence critique, la pratique de la discussion argumentée, parce que c'est de la discussion argumentée avec d'autres que naît l'intelligence collective. Autrement dit, si on ne fabrique pas un peuple de citoyens informés, éclairés, à l'esprit critique, qui ne s'en laisse pas compter, qui veut débattre, qui veut contrôler le politique, alors on aura œuvré pour rien. C'est-à-dire qu'éventuellement on pourra avoir un meilleur système ou de bonnes politiques à nouveau pour 20 à 25 ans. Ce sera bien pour cette génération bénie, mais ça n'aura pas fait avancer l'histoire.